Okay, so let us start now. Good morning, good afternoon, depending on where you are. Bonjour, bon après-midi, je m'appelle Emmanuel Egan, je suis donc analyste en chef au niveau de l'OMC, je serai donc votre hôte pour cet événement. Notre événement aujourd'hui est la seconde édition du Forum mondial blockchain et commerce international. Lors de la première édition organisée par l'OMC, nous permet donc de savoir quels sont les rôles qui peuvent être joués par les différents acteurs dans le gouvernement pour mettre en lumière le potentiel de cette technologie. Avant de donner la parole à nos orateurs, je voudrais remercier les interprètes de l'OMC qui sont présents avec vous pour vous fournir l'interprétation en temps réel, donc en français, anglais, espagnol. Si vous voulez entendre l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le symbole représentant une sphère au bas de votre écran. Je voudrais remercier également l'équipe technique qui peut vous aider à répondre à tout problème technique. Cet événement est enregistré et diffusé en live. Les présentations des intervenants seront mises en ligne sur le site web de l'événement après la session. Sans plus attendre, je voudrais saluer nos trois distingués orateurs pour cette séance d'ouverture. Tout d'abord, M. Jiao Shunhee, secrétaire général adjoint de l'OMC, M. John Denton, secrétaire général de la Chambre de commerce international, M. Lu Chenghong, CEO de Infocom Media Development Authority de Singapour. Sans plus attendre, je vous donne la parole, monsieur le directeur général adjoint. Merci, Emmanuel. Ambassadeur, chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette seconde édition du Forum mondial blockchain et commerce international. Avant toute chose, je voudrais remercier notre département des recherches économiques et statistiques pour avoir organisé cet événement. Beaucoup de choses se sont passées depuis le premier forum que nous avons organisé en décembre 2019. La pandémie de Covid-19 a secoué le monde en causant des bouleversements importants dans les chaînes d'approvisionnement et en menaçant les vies et les moyens de subsistance de millions de personnes. Ceci a mis en lumière les inefficacités au niveau des chaînes d'approvisionnement. Il y a eu notamment un nombre de saisies records de masques de contrefaçon ou défectueux et d'autres équipements de protection personnelle aux États-Unis, en Australie et dans d'autres endroits. Tout ce qui a mis en exergue la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement des dispositifs médicaux et la nécessité d'une plus grande intégration dans les chaînes d'approvisionnement pour les produits médicaux et autres produits essentiels. La pandémie a permis de mettre en lumière également le caractère archaïque des processus commerciaux qui s'appuient encore largement sur les documents papier, avec des conséquences difficiles pour les entreprises à l'heure des confinements. Ceci nous a permis de voir qu'il était urgent de passer à la numérisation pour ces processus basés sur le papier qui sont quelque peu surannés. Au cours des 12 derniers mois, nous avons vu que le fait de passer au numérique n'était plus une option. C'est une question de survie pour de nombreuses entreprises, notamment les plus petites, qui ont été durement frappées par la crise actuelle. Comment pouvons-nous faire passer la numérisation du commerce au niveau supérieur? En dépit de tous les efforts consentis au cours des dernières décennies, l'adoption
des connaissements électroniques, qui est par exemple un document essentiel dans le commerce international, reste ridiculement bas à 0,1%. Comment accélérer la numérisation du commerce pour mieux reconstruire? Est-ce que les technologies avancées, en particulier notamment la DLT, autrement dénommée la blockchain, peut contribuer à traiter les risques et les inefficacités dans les chaînes d'approvisionnement globales pour renforcer la résilience commerciale? Notre événement aujourd'hui va nous permettre de plonger dans ces questions. Nous allons étudier comment la technologie, notamment la DLT, peut être utilisée pour améliorer la transparence et l'efficience des chaînes d'approvisionnement et autres processus commerciaux. Nous allons parler des dernières avancées en matière de blockchain pour le commerce et le financement du commerce et comment la numérisation du commerce peut être accélérée pour qu'elle puisse bénéficier à tous, les économies développées et en développement, les grandes et petites entreprises. Nous aurons également l'opportunité d'étudier l'importance de l'identité numérique pour la numérisation commerciale. C'est un thème qui commence à émerger, bien que timidement, dans les discussions commerciales. Nous savons tous que la technologie n'est qu'un outil et la numérisation du commerce ne pourra pas se faire dans un vide réglementaire. Aujourd'hui, notre dernière session nous permettra de parler du rôle que les gouvernements et les organisations internationales peuvent jouer pour soutenir le développement d'un cadre politique et réglementaire propice à la numérisation du commerce et au déploiement de la DLT. Je suis ravi de pouvoir compter aujourd'hui sur la présence de deux éminents intervenants qui vont partager leur vision de la blockchain pour le commerce. Tout d'abord, M. John Denton, secrétaire général de la Chambre de commerce internationale. La CCI a toujours joué un rôle actif pour la promotion de l'agenda de numérisation du commerce. Ils ont travaillé notamment sur l'initiative de normes numériques, c'est le DSI, qui vise notamment à lutter contre le problème de l'isolement numérique. Il est vrai qu'il y a un grand nombre de projets qui sont en cours de développement, mais qui sont cloisonnés, déconnectés, ce qui conduit à une fragmentation entre les systèmes et les réseaux qui empêche une véritable numérisation du commerce de bout en bout. Je voudrais remercier la CCI pour avoir accepté l'invitation de l'OMC pour participer au conseil de gouvernance de cette initiative. Et l'OMC donc participe, à ce conseil de gouvernance de cette initiative dans un esprit de coopération public-privé. Le rôle de tous les acteurs impliqués est essentiel. Notre second éminent intervenant est M. Lu Cheng-hong, directeur général de Infocom Media Development Authority of Singapour. Singapour a été chef de file sur la blockchain pour le commerce. M. Lu Cheng-hong partagera avec nous certaines des initiatives sur lesquelles ils ont travaillé pour la promotion de la numérisation du commerce. Aujourd'hui, nous lançons également une nouvelle publication avec la Chambre de commerce internationale et Trade Finance Global, intitulée « Accélérer la numérisation du commerce pour appuyer le financement des MPME ». Cette publication permet d'étudier comment les technologies numériques telles que la blockchain, mais également l'analyse des mégadonnées, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, l'informatique en nuage, la reconnaissance optique et des applications d'interface de programmation, autrement appelées les API, peuvent faciliter l'accès des MPME au financement. Nous sommes plus que conscients des défis auxquels les MPME sont confrontés à l'heure d'accéder au financement. Il y a donc ce fossé en matière de financement pour les MPME qui est une réalité que l'on ne saurait ignorer. Et il faut prendre ceci en compte avec détermination si nous voulons faire en sorte que les petits acteurs puissent avoir la chance de prospérer. Il est vrai que pour un grand nombre
de MPME dans le monde. Aujourd'hui, l'accès au financement peut être synonyme de différence entre prospérité ou faillite. À la lumière d'une étude menée auprès de 105 acteurs sur le terrain et plus de 30 entrevues, cette publication vise à mettre le projecteur sur les opportunités que cette technologie offre aux MPME pour avoir accès au financement, y compris le financement pour le commerce. Nous allons parler des défis qui existent sur la route menant à l'adoption de cette technologie et nous allons voir comment mettre en lumière le potentiel de ces technologies numériques pour faciliter le financement pour les MPME. Aujourd'hui, nous annonçons également le lancement d'un cours en ligne d'introduction à la blockchain pour le commerce qui a été développé conjointement avec le Centre pour le commerce international. Je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à l'ITC pour leur soutien dans la réalisation de ce cours. C'est un cours qui sera lancé officiellement dans les semaines à venir, qui s'adresse à un public averti ou non. Il sera accessible en libre service pour l'Université commerciale des PME de l'ITC et les plateformes d'apprentissage, de cyberapprentissage de l'OMC. Alors, nous pourrons examiner les opportunités qui pourront être créées par la technologie blockchain pour les petits producteurs et les entreprises, notamment ceux ou celles localisées dans les pays en développement. Notre troisième session aujourd'hui nous donnera l'occasion d'en apprendre davantage par rapport au contenu de ce cours et comment vous pouvez vous inscrire. J'espère que nos discussions offriront des points de vue intéressants et des pistes de réflexion sur la question de la numérisation des échanges. Et j'espère que les idées qui en ressortiront permettront de privilégier la réflexion et l'action. Nous avons donc rassemblé un ensemble d'intervenants éminents. Je n'ai aucun doute que cet événement sera couronné de succès. Je vous souhaite de bonnes discussions. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Directeur Général Nadjan, pour vos propos liminaires. On va maintenant donner la parole à John Denton. Merci, Emmanuel. C'est un plaisir d'intervenir après intervention du Directeur Général Adjoint. Merci pour vos aimables paroles. C'est un plaisir de travailler à vos côtés. Comme vous le savez, l'ICC représente près de 45 millions d'entreprises dans la plupart des pays du monde, dans le monde développé, dans le monde en développement. Notre mission, c'est de faire en sorte que les entreprises fonctionnent pour tous, en tout lieu, à tout instant. C'est une mission qui est essentielle, notamment dans le contexte de pandémie actuelle. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, les solutions offertes aux entreprises sont essentielles pour mettre fin à la pandémie. Les principaux défis sont de faire en sorte que ces outils, ces vaccins, ces traitements et d'autres technologies soient disponibles à tout à chacun. Notre message permanent, c'est qu'il n'y a qu'une action en partenariat public-privé qui nous permettra notamment de lutter contre la COVID-19. Pour nous ramener au thème de la discussion d'aujourd'hui, l'ICC a toujours dit que la réponse à la pandémie et toute reconstruction devra passer par la technologie numérique. Lorsque la pandémie a frappé, nous avons assisté à l'escalade des mesures protectionnistes qui a entravé l'accès à des biens et marchandises essentiels. Avec la fermeture de frontières, avec la mise en place de mesures de contrôle à l'exportation qui sapent les progrès économiques. Avec la prolifération des approches telles que mon pays d'abord,
comme nous l'avons connu dans d'autres types de crises, nous décidons d'agir dans la mauvaise direction. Mais c'est pour lutter contre cela que nous avons décidé de promouvoir une approche de gestion des risques et développer une solution pour restaurer la mobilité mondiale dans le sillon de la pandémie. Nous avons donc développé un outil d'atténuation des risques qui permet notamment d'avoir un accès numérique sécurisé aux résultats des tests de dépistage de la COVID avec un code QR. Donc, nous avons utilisé pour ce faire la technologie blockchain, mais il ne s'agit pas ici de travailler avec des données médicales, mais il s'agit d'offrir une alternative aux documents papier. Pour l'heure, nous avons travaillé dans différents secteurs pour la reconnaissance de ces résultats de tests pour pouvoir améliorer la mobilité. Nous travaillons avec les partenaires des compagnies aéronautiques, les gouvernements, secteur privé. Nous avons travaillé notamment sur les vols entre l'aéroport Paris-Charles de Gaulle jusqu'à San Francisco, avec Alitalia, Air Caraïbes, d'autres entreprises du secteur également. Et nous sommes en train de dupliquer cette approche à plus grande échelle. Nous allons le faire également à l'aéroport de Gijón en Espagne. Nous pensons que tout ceci peut permettre de rouvrir les économies sans avoir à attendre le déploiement total des vaccins. Peut-être que la COVID-19 restera avec nous pour les années à venir. C'est pourquoi il faut davantage de technologies pour créer un endroit où les activités économiques pourront prospérer. L'économie mondiale ne peut pas être gelée indéfiniment. Alors, et pourquoi le faire alors que les technologies existent? Elles peuvent être redéployées pour redynamiser l'activité économique. Ceci m'amène à un élément plus large, le rôle des technologies numériques pour reconstruire après la crise de Covid-19. Nous avons parlé du potentiel des solutions blockchain et plateformes numériques pour démocratiser l'accès au système commercial international. Les MPME ont besoin de nouvelles sources de financement également pour être à la hauteur de leurs promesses. Et ceci sera nécessaire à la reconstruction, à la reprise. Les gouvernements donc doivent travailler dans ce secteur. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons avoir ces discussions. Nous allons travailler sur un cadre politique pour favoriser l'adoption des solutions numériques. Parce que trop souvent, on s'appuie sur des processus papier qui sont laborieux. On parle du commerce électronique qui a connu une croissance de 40% l'année dernière du fait des mesures de confinement. Et pourtant, plus de 99% des documents, tels que les documents de connaissement, étaient en format papier. Le commerce électronique semble être le secteur de l'économie qui a besoin de cette numérisation rapide. C'est la raison pour laquelle nous tournons vers tous les gouvernements pour qu'ils adoptent un cadre juridique pour faciliter l'utilisation de ces documents de commerce électronique en adoptant notamment l'utilisation de la loi de l'UNCITRAL sur le transfert des données électroniques. On aura d'autres exemples comme ceux de Singapour, par exemple. Les entreprises doivent également travailler. Les marchés des plateformes numériques n'est pas assez ouvert aux MPME. L'adoption de ces plateformes et des documents électroniques sont entachés d'une complexité excessive, ce qui fait que les MPME ne s'y tournent pas toujours, avec des coûts supplémentaires indus. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir avec l'initiative des normes numériques, la DSI, dont nous avons parlé. L'idée, c'est de rassembler les bonnes volontés, l'expérience, pour trouver des solutions avec des processus de normalisation des documents électroniques. Et nous allons travailler rapidement pour identifier
les nouvelles normes et règles en travaillant toute ouverture avec les entreprises dans tout l'écosystème commercial. Si vous n'êtes pas déjà impliqué dans cette initiative, vous pouvez nous contacter pour étudier la manière dont votre entreprise peut tirer profit de cela. Nous pourrons également recevoir le soutien du gouvernement de Singapour, la Banque asiatique de développement et plus récemment l'OMC, ce qui fait de cette initiative un des principaux efforts au niveau mondial pour contribuer à l'harmonisation en la matière pour accélérer la numérisation du commerce. Les réformes politiques, notamment dans le domaine des normes, sera essentielle pour s'affranchir définitivement de la dépendance des processus papier. Et nous devrons également élargir l'accès aux solutions dans le sillage de la COVID-19. Nous devons notamment travailler sur l'accès au financement du commerce. C'est un des principaux défis. Aujourd'hui, 45% des MPME voient leurs demandes déboutées. Et ils ont des difficultés à trouver des sources de financement alternatifs. Et sans cet accès au capital, les MPME, alors, seront extraites des marchés internationaux, ne pourront pas connaître la croissance escomptée. Ce n'est pas une situation acceptable pour nous, notamment dans le sillage de la COVID-19. Les MPME qui devront donc être ici pour accéder à de nouveaux marchés et un financement idoine pour pouvoir sortir de cette crise économique induite par la COVID. La technologie blockchain DLT offre de nouvelles perspectives pour le financement du commerce pour les MPME. Toutes ces solutions technologiques offriront de nouvelles opportunités pour tout type de financement bancaire, non bancaire, et ça va modifier la manière dont nous appréhendons ce thème. Aujourd'hui, il faut mettre en lumière le potentiel de ces technologies. Ceci doit nous inspirer à résoudre les problèmes les plus complexes du financement pour le commerce. Il faut en faire davantage pour offrir à ces MPME de nouvelles sources de financement. Et lorsque ceci est possible, élargir l'accès notamment sur les marchés émergents. Pour répondre à ces défis, l'ICC lancera une plateforme intitulée ICC Trade Now. ICC Trade Now sera une plateforme en ligne qui connectera les MPME aux solutions de financement innovants. ICC Trade Now permettra de copier à plus grande échelle les solutions qui fonctionnent grâce à des partenariats et des technologies de pointe. L'objectif, c'est de veiller à ce que les MPME puissent tirer profit de pouvoir de transformation induite par les technologies numériques. ICC agit. Et aujourd'hui, je suis enthousiaste à l'idée d'annoncer un nouveau partenariat avec Chai Capital Management. C'est un des principaux partenaires fondateurs. Nous allons travailler sur différents instruments pour offrir aux MPME un bon soutien financier pour pouvoir faire du commerce à l'importation, à l'exportation. Nous sommes certains que ce partenariat avec ces acteurs nous permettra de créer de nouvelles opportunités concrètes pour les MPME du monde. Nous avons regardé le monde après Covid, par exemple. Il faudra s'y intéresser. Les technologies numériques joueront un rôle essentiel pour la reconstruction de cette économie et pour offrir de nouvelles opportunités. L'ICC attend avec intérêt de travailler avec l'OMC et d'autres acteurs pour faire en sorte que les entreprises de toute taille puissent réduire les coûts et maximiser les bénéfices de l'économie numérique. Toutes les entreprises devront pouvoir en tirer profit. Merci. Merci, John. Nous allons maintenant passer à notre second intervenant avec Luo Chu. Merci beaucoup. Je suis ravi de prendre la parole. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce forum mondial blockchain et commerce international. C'est un thème important. Je suis ravi de vous rejoindre pour parler du point de vue de Singapour par rapport à la numérisation du commerce. Il faut avoir à l'idée la manière dont nous pourrons ressortir plus fort de la pandémie de Covid-19.
pandémie qui a causé des bouleversements sans précédent dans l'économie mondiale, dans le commerce. Et je pense que l'OMC prévoit que les volumes de marchandises s'effondreront quand nous aurons les chiffres de 2020. Et donc, Singapour a été touché également avec une chute du volume des marchandises de près de 5%. D'où l'importance de la numérisation pour garantir la continuité et pour permettre la reprise économique. Pour améliorer le niveau de la numérisation, il faut que les gouvernements et les entreprises agissent de concert. Dans le rapport de la Commission économique et sociale des Nations unies, il est estimé que les coûts économisés du fait des coûts transfrontières notamment pourraient être de 7 milliards de dollars. Donc pour les gouvernements, ce qui peut être fait, c'est de s'aligner, travailler sur l'harmonisation de ces règles et normes dans les domaines les plus importants. Tout d'abord, harmoniser les politiques. Et nous avons toujours été le chantre de ces mesures en ce qui nous concerne à Singapour, pour tout ce qui peut promouvoir le commerce électronique, notamment l'initiative sur le commerce électronique dont nous sommes éco-parrainants, ce qui permet de définir les seuils de référence, aligner les normes qui permettront notamment d'améliorer le commerce numérique. Il faudra répondre à ces besoins en manière d'harmonisation de règles commerciales, ce qui permettront aux entreprises de prospérer. Il est important également de voir un intérêt au niveau international dans ces initiatives conjointes. Toutes les principales régions et les principaux pays devront être représentés. Ensuite, il faut harmoniser les cadres juridiques. Dans nos discussions, Singapour fait la promotion d'une plus grande adoption des normes globales, la Commission des Nations Unies qui s'intéresse à ces questions pour la facilitation du commerce transfrontière. Le mois dernier, nous avons adopté notamment de nouvelles possibilités de transfert électronique transfrontière à Singapour. Et nous espérons que d'autres nous emboîteront le pas. Troisième domaine, il faudra s'aligner sur les normes pour les technologies en libre accès, notamment avec UN Center for e-Business et d'autres organisations spécialisées. Par exemple, UNCFACT, nous avons pu travailler sur un projet pour voir comment on peut utiliser les technologies pour réaliser des transferts qui sont conformes notamment aux exigences de pointe. Autre partenaire, nous avons la Chambre de commerce international par le biais de l'initiative de normes internationales, la DSI, qui nous permet de travailler de concert pour avancer dans la même direction avec un grand nombre d'industries, notamment du secteur de la banque, logistique, assurance. Le commerce international, nous savons, peut être complexe et fragmenté parce qu'il y a pléthore d'acteurs. Et une transaction unique peut impliquer différentes parties dans différents pays. C'est pourquoi il est important de travailler sur l'harmonisation dans ces trois domaines que j'ai mentionnés afin de cesser de fonctionner de manière cloisonnée. Et nous allons également voir comment la technologie blockchain peut soutenir la numérisation des échanges. Je crois qu'avec la blockchain, la possibilité qui s'offre à nous sont nombreuses. Elles nous permettront de sortir du caractère cloisonné de notre écosystème et des transactions. C'est pourquoi la blockchain et la DLT dans les publications commerciales de l'OMC sont intéressantes. Il y a pléthore de projets dans lesquels nous participons. Comment TradePlus se propose-t-il de soutenir la numérisation dans le commerce? Il s'agit de numériser deux types de documents, des documents transférables, des instruments transférables tels que des connaissements, ainsi que d'autres types de documents. Et nous l'avons construit de manière à ce que le système soit librement accessible et compatible avec toutes les principales plateformes
industriel. C'est un logiciel à source libre qui est publié en tant que tel et d'une certaine façon, c'est notre modeste contribution à ce développement des capacités mondiales. Et cela permet de faciliter grandement l'intégration. Les grands acteurs de l'industrie utilisent déjà notre système SWIFT, notamment, et y compris les interfaces de programmation pour les opérations financières. De grands acteurs sur les plateformes comme DLT Ledgers utilisent ces composantes dans leurs solutions pour mettre au point des instruments électroniquement transférables tels que les connaissements électroniques. Il y a également des grands acteurs de l'industrie, du secteur bancaire, qui sont très enthousiastes. Nous explorons également l'utilisation de Trade Trust entre gouvernements pour l'échange de documents administratifs. L'Organisation mondiale douanière a organisé un atelier il y a quelques semaines et mon organisation, Infocom, a présenté conjointement avec l'Australie un exposé sur la façon dont on pouvait numériser des documents tels que certificats d'origine qui pouvaient devenir transférables, numériquement transférables. Et ceci a suscité une réaction très positive de la part de tous les participants. J'ai dit que notre logiciel pouvait être utilisé pour des documents numériques. Nous essayons depuis un certain temps d'intéresser des villes. Shenzhen, par exemple, a participé à une collaboration. Les Pays-Bas également pour le port de Rotterdam. Dans le cadre de ces projets, nous travaillons avec des entreprises pour utiliser la blockchain afin que les entreprises se rendent compte de ce que voudrait dire un avenir numérique sans papier. Nous nous considérons en quelque sorte comme les architectes de l'économie numérique de Singapour, et raison pour laquelle nous essayons sans cesse de repousser les limites de l'utilisation de la blockchain pour dépasser le domaine purement financier qui est privilégié aujourd'hui. Il y a beaucoup de recherches, donc, par exemple un nouveau programme de blockchain pour Singapour pour développer les capacités dans différentes industries, différents secteurs. Et je crois qu'il y aurait des applications très importantes de la blockchain dans le domaine de la logistique, par exemple. Voilà quelques-uns seulement de nos investissements dans l'innovation des chaînes de blocs. Je voulais vous donner une idée du potentiel d'innovation et des possibilités pour que le monde soit de plus en plus numérique. Donc, en conclusion, alors que le paysage commercial et économique d'aujourd'hui reste très difficile, mais je crois que nous nous projetons tous au-delà de la pandémie en espérant devenir plus solides, les gouvernements autant que les entreprises. Et une transition vers la numérisation du commerce me paraît incontournable. Il faut harmoniser, aligner, privilégier les sources, les logiciels, les normes libres. Et c'est là la clé de la numérisation. Et des cadres neutres tels que Trade Trust, qui est un système source libre, qui est donc disponible pour tout le monde, pourrait avoir le potentiel d'influencer la trajectoire de la numérisation en jetant les bases de la reprise future pour que le monde se retrouve plus fort à l'issue de la crise. Merci. Merci beaucoup à John et Lee Yu-Chong pour vos éclairages extrêmement intéressants. Et un grand merci au directeur général adjoint Yi pour le soutien constant que vous manifestez en faveur de ces questions à l'OMC. La deuxième partie va nous permettre de creuser les questions évoquées dans les discours liminaires.
Merci beaucoup d'avoir planté le décor de notre discussion d'aujourd'hui. Nous l'apprécions beaucoup. J'espère que cela pourra orienter nos discussions d'aujourd'hui pour que nous pourrions voir ce qui peut être fait de plus pour promouvoir la numérisation du commerce, pour que cela devienne une réalité dans un avenir pas trop éloigné. Donc, le premier groupe de discussion va commencer dans quelques minutes. Donc, ne nous quittez surtout pas. Et en attendant, je propose d'applaudir virtuellement nos intervenants. Merci, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au groupe de discussion. Can I invite the speakers of the first to turn on their camera? J'invite maintenant les membres du premier panel à connecter leur caméra. I'm unable to do that. This is Atul speaking. Yep. Okay, you don't have your camera? It doesn't work? J'ai des problèmes, dit Monsieur Atul Patel. Je n'arrive pas à me connecter. Okay, so while the technical team is looking into it, L'équipe technique essaie de résoudre le problème. and I know that, Nous avons pris 2 minutes de retard sur le programme. Nous savons que nous avons beaucoup de sujets de discussion. Donc, soyez les bienvenus à ce premier groupe de discussion sur le thème commerce dans un contexte de pandémie, numérisation du commerce, of trade digitalization and the status of DLT project. potentiel encore inexploité. Michel Chiwanga va animer cette discussion. Michel est une professionnelle de la blockchain mondialement reconnue. Elle est fondatrice et PDG de Global Policy House et conseillère principale de plusieurs gouvernements, y compris le gouvernement de Bermude et de l'Union africaine. Elle a été reconnue en tant qu'une des 10 femmes les plus importantes en matière de blockchain en Afrique. Merci beaucoup. Emmanuel, c'était vraiment passionnant d'écouter les intervenants jusqu'à présent. Je voudrais d'abord saisir l'occasion pour remercier l'OMC de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Les discussions ont déjà eu lieu pour décrire le contexte actuel et cela me ramène à 2019, date à laquelle nous avions organisé le premier forum sur la blockchain avec vous, Emmanuel, à l'OMC, et nous voyons combien les choses ont évolué depuis la transition qu'il y a eu. On a beaucoup parlé de l'impact qu'a eu la COVID à travers le monde et les répercussions de la COVID continueront, je crois, à frapper de nombreuses économies dans le monde. Et il est très important que, même si nous voyons des signaux de reprise, de savoir qu'il y a encore beaucoup à faire. Je voudrais vous donner un survol très rapide de ce qui s'est passé à travers le monde. D'après notre travail à la Global Policy House, nous constatons qu'il y a beaucoup d'économies qui essayent de se battre, notamment avec des outils numériques. Et nous sommes dans un environnement très complexe et très incertain, et cette incertitude s'accompagne d'une grande complexité qui fait beaucoup de pays cherchent à modifier certaines choses. On ne peut plus continuer à faire comme avant. D'où l'application d'outils numériques et la naissance de l'économie numérique. En ce qui concerne le renforcement des capacités dans l'ensemble, il sera important à l'avenir de tenir compte du contexte et de bien savoir appliquer les enseignements tirés de la COVID. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de transformations numériques. Et il est très important à l'avenir de ne pas seulement considérer ces outils numériques de façon passive. Nous devons essayer de comprendre comment ils peuvent s'appliquer
Il y a 50% des populations qui n'ont pas accès à l'Internet. Et nous ne pouvons donc pas admettre que la moitié de la population reste à la traîne. Et toute cette situation a mis en lumière le fossé numérique. Et il est donc important de travailler à l'alphabétisation numérique, combler ce fossé numérique. C'est le meilleur moment possible. En matière de commerce, nous savons quels sont les problèmes. On a besoin de plus de transparence, de confiance, de visibilité, de coopération sur l'ensemble du système commercial. Il sera important à l'avenir, dans un contexte de reprise, d'essayer de développer cette collaboration à travers le monde, notamment en ce qui concerne les vaccins, pour que tout le monde ait un accès équitable aux vaccins, vraiment exploiter le potentiel de l'innovation. Nous l'avons vu dans de nombreuses économies, beaucoup de pays qui ont des systèmes d'infrastructure solides, de bonnes stratégies d'investissement et de bons systèmes d'identité nationale, ces pays ont réussi à atténuer les effets de la crise et essayent vraiment de relever les défis. Donc, pousser la numérisation, eh bien, c'est incontournable et beaucoup d'acteurs dans notre secteur, notamment un secteur de la blockchain, savent qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je travaille dans le secteur de la blockchain depuis 2010 environ. J'ai vu la transition, je vois le développement, mais il est indispensable de commencer à amplifier ces solutions et à appliquer les investissements aux secteurs les plus adaptés. Et donc, je crois qu'en ce qui concerne le commerce, c'est maintenant qu'il faut agir. On a parlé de l'accès au financement et il est grand temps de numériser le commerce. Le commerce, c'est ce qui fait tout circuler à travers le monde, qui permet de créer des richesses. Il est donc très important de commencer à investir dans le commerce et à vraiment innover en matière de commerce et d'amener le commerce dans le 21e siècle en révisant ces normes, essayant de réexaminer les normes et les lois. Et c'est vraiment le moment à saisir pour le commerce. Et nous avons un aréopage tout à fait extraordinaire d'experts ici aujourd'hui. Je vais les présenter brièvement avant d'explorer plus avant toutes ces solutions numériques que nous pouvons utiliser, dont certaines ont déjà été utilisées pour relever certains des défis découlant de la COVID. Et quand j'étais présentée pendant nos chats, j'étais impressionnée par la diversité des intervenants. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de créativité dans le secteur de la blockchain et c'est vraiment passionnant. Donc, je vais présenter mes intervenants avant de leur donner la parole. Neta Corinne est cofondatrice de Hexa et Orbs. Hexa, c'est une des plus grandes sociétés d'infrastructure de blockchain. Ensuite, nous avons James Zhu de Louis Dreyfus, très connu également pour tout ce qu'ils ont fait sur les matières premières notamment. Abba Schubert de Doré va nous parler du travail qui a été fait sur les données. Je suis ravie de pouvoir la présenter. Puis bien sûr, nous avons Atul Patel de DLT Ledgers, qui a été très actif en ce qui concerne la numérisation du commerce. Et en tant qu'animatrice, je suis très heureuse d'en savoir plus sur tout ce qu'il a pu faire à travers le monde. Et enfin, et surtout, je crois que la plupart des gens connaissent Deepesh Patel, qui est le rédacteur en chef de Trade Finance Global. Je l'accueille avec tous les autres. Nous sommes ravis de les recevoir. Nous avons eu des problèmes considérables. La COVID a été quelque chose de brutal. Et s'il y a un domaine qui préoccupe toutes les économies maintenant, à l'heure actuelle, ce sont les stratégies de vaccination. Et je vais commencer par donner la parole à Neta. Neta, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éclairages sur le travail que vous avez fait? Quelles sont les possibilités que
pour un rôle de la blockchain en ce qui concerne la distribution de vaccins. Netta, vous avez la parole. Michel, merci beaucoup. Je suis ravie d'être des vôtres. Donc, je vais vous parler d'une infrastructure de chaîne de blocs publics. Nous utilisons un consensus pour les preuves de travail. Ceci fait partie de projets ayant un impact social. Si on réfléchit, la chaîne d'approvisionnement des vaccins contre le Covid, c'est vraiment une occasion extraordinaire, parce que pour la première fois au niveau mondial, nous avons l'occasion d'appliquer une chaîne d'approvisionnement transparente. Tous les pays veulent pouvoir distribuer des vaccins à leur population pour éviter de nouvelles conséquences économiques, de nouveaux décès. Ceci illustre la façon dont la chaîne d'approvisionnement est structurée aujourd'hui. Le principal problème avec les chaînes existantes, c'est que chaque fabricant déploie ses propres solutions. Vous voyez qu'il y a des participants qui voudraient travailler avec ce fabricant, qui doivent intégrer leur plateforme avec celle du fabricant. Et les plateformes sont différentes, ce qui veut dire qu'il faut dupliquer les processus avec tous les nouveaux participants à la chaîne, ce qui ne fait qu'accroître la complexité d'ensemble du système. L'autre problème, comme vous le voyez, c'est qu'il n'y a pas de place pour une surveillance par des autorités. Il est impossible de connecter chaque élément du système et avoir suffisamment de visibilité. Diapo suivante. Parlons maintenant des problèmes que nous essayons de résoudre. Quelques mois seulement se sont écoulés depuis l'arrivée des vaccins Covid sur le marché. Qu'il y a eu toutes sortes de problèmes. Le gouvernement des États-Unis a essayé de suivre la trace de 20 millions de vaccins. Il y a toutes sortes d'escrocs qui proposent des vaccins contrefaits. Nous savons tous qu'avec plus de temps, les différents acteurs se perfectionneront et se dégageront des chaînes d'approvisionnement qui ne fonctionnent pas bien. 80 personnes ont été arrêtées qui participaient à une chaîne de vaccins contrefaits et 3000 flacons de vaccins contrefaits ont été saisis. Voyons maintenant comment la blockchain peut ajouter de la valeur. La blockchain donne un niveau très élevé d'informations. Tout le monde s'y connecte. C'est une infrastructure unique qui permet à tous les participants d'être connectés d'une façon ou d'une autre à tous les autres. Les autorités compétentes peuvent suivre les données, ce qui est impossible normalement dans les chaînes d'approvisionnement normales. Imaginons qu'un vaccin qui quitte l'usine a un QR code unique. Cela permet de suivre la trace du vaccin et de sa validité jusqu'au tout dernier flacon, du fabricant jusqu'à la personne qui reçoit l'injection. Et autre élément important, les régulateurs ont accès à ces données. Ils peuvent avoir une idée holistique du fonctionnement du système, identifier les problèmes lorsqu'il y a des problèmes de manutention, les vaccins n'ont pas été stockés à la bonne température ou s'ils ont été remplacés par des produits contrefaits. Bien maintenant, le régulateur peut voir où le problème s'est produit. Ça permet de résoudre toutes sortes de problèmes, identification des contrefaçons, importation sur les marchés gris, prévention du vol de produits. Mais il y a également d'autres formes de valeur ajoutée, l'efficience dans toutes les industries et pas seulement pour les vaccins Covid. On sait désormais qu'une quantité importante des équipements de protection livrés aux hôpitaux ne sont jamais utilisés parce que les hôpitaux en perdent la trace. Et certains fabricants savent pertinemment que 40% seulement de leurs marchandises arrivent jusqu'aux hôpitaux. Et la pandémie de coronavirus a vraiment
semer le chaos. Mais grâce à la blockchain, on pourrait arriver à une meilleure efficacité, une meilleure transparence au niveau mondial. Et c'est le moment aujourd'hui de se préparer à la prochaine pandémie qui arrivera certainement. Espérons que le moment venu, au niveau mondial, nous saurons comment y faire face. Merci, Michel. Excellent, Neta, excellent survol. Merci beaucoup. Quand on commence à introduire la blockchain dans les chaînes d'approvisionnement, on voit que c'est extrêmement utile. Il y a pas mal d'entreprises qui commencent déjà à explorer cette possibilité, surtout pour la distribution des vaccins. D'ailleurs, il n'y a pas que la blockchain, il y a d'autres dispositifs que l'on peut utiliser, dispositifs liés à l'Internet des objets, par exemple. Et cela peut faciliter grandement la gestion des vaccins, y compris le stockage à la bonne température, etc. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de poser des questions plus tard. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Nous allons enchaîner sur le prochain intervenant et nous écouterons les questions plus tard. Et Neta, merci beaucoup. Des questions vous seront certainement posées. Je voudrais maintenant présenter James. James, je sais que vous avez participé de très près aux travaux concernant le développement de la blockchain dans le secteur des matières premières, sécurité alimentaire, par exemple. Que pourriez nous en dire plus sur les problèmes majeurs que vous avez rencontrés pendant la pandémie, sur l'utilisation éventuelle que vous avez faite de la blockchain? C'est à vous. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter le point de vue de l'utilisateur. Tout d'abord, quelques réflexions sur l'entreprise Louis Dreyfus, notre parcours, l'importance que la blockchain peut avoir pour nous et les difficultés que nous avons rencontrées, surtout en cette époque de pandémie. Louis Dreyfus est un grand négociant international et transformateur de produits agricoles fondé en 1851. Nous sommes beaucoup développés au cours des 170 dernières années. Et nous sommes présents tout au long de la chaîne de valeur sur de nombreuses gammes de produits, notamment 8 plateformes, sucre, café, coton, sucre, riz, entre autres. Nous sommes actifs sur plus de 100 pays. En exploitant notre présence mondiale et notre réseau très étendu, nous sommes au service de clients à travers le monde. Et nous nous efforçons toujours d'apporter le bon produit au bon endroit, au bon moment, de manière sûre, fiable et responsable. Et chaque année, nous assurons le transport d'environ 80 millions de tonnes de produits agricoles à travers le monde. Pendant la COVID-19, en nous fondant sur notre propre expérience, eh bien, nous avons vu que la pandémie a créé des problèmes logistiques et opérationnels tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et cet environnement a montré combien il est important d'avoir recours à la technologie pour améliorer la résilience des échanges mondiaux et des flux commerciaux. Et c'est essentiel pour garantir la continuité des affaires. La crise a d'ailleurs accéléré la tendance actuelle à la numérisation. Et dans ce contexte, chez Louis Dreyfus, nous avons réussi à faire valoir notre réseau opérationnel mondial, notre expertise en matière de gestion des risques et notre compréhension des marchés pour que les chaînes d'approvisionnement essentielles pour les produits alimentaires et agricoles puissent continuer à fonctionner. Nous avons investi dans plusieurs systèmes, notamment blockchain, intelligence artificielle, automatisation des processus de transformation, automatisation robotique. Chez Louis Dreyfus, nous sommes les premiers de l'industrie
à avoir organisé des expériences pilotes en utilisant une plateforme de blockchain pour une cargaison de graines de soja pour un client chinois. À partir des États-Unis, nous avons travaillé avec des partenaires pour utiliser une plateforme et ça a été une démonstration très réussie de la façon dont on peut utiliser la technologie pour soutenir le commerce en améliorant l'efficacité, en garantissant la transparence et l'authenticité des flux commerciaux, tout en allant plus vite et en garantissant l'intégrité des transactions. Nous avons également eu une expérience pilote sur la blockchain en travaillant avec un supermarché néerlandais. Nous avons pu transmettre toutes les données par blockchain pour que le consommateur puisse obtenir toutes les informations remontant jusqu'au sommet de la chaîne des valeurs. Donc, le projet pilote pour les graines de soja, c'était une première. Et nous voyons qu'il serait possible de moderniser l'ensemble des opérations agricoles grâce à la technologie de blockchain. Il y a ensuite tous les agents importants tout au long de la chaîne qui sont concernés. Nous pensons qu'au fil du temps, il sera possible d'inclure tous les acteurs de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Donc, après 2 années de coopération et de travail sur la nouvelle plateforme de blockchain lancée en février de cette année, qui s'appelle Coventis et SNA, nous visons essentiellement l'exportation de matières premières telles que graines de soja et maïs, des centaines d'utilisateurs avec plus de 130 entités à travers le monde. Et nous tous, y compris chez Louis Dreyfus, nous avons tous été formés à l'utilisation de cette plateforme. Au cours des mois à venir, Coventis SNA s'emploiera à faire évoluer le réseau en y incluant davantage de participants, davantage d'acteurs du secteur, afin que tous les participants tout au long de la chaîne de valeur puissent en tirer parti. Et à l'avenir, notre société voudrait investir dans de nouvelles capacités qui permettront d'accroître la valeur pour nos clients, nos partenaires, de l'origine jusqu'à la destination, en facilitant l'acheminement de matières premières et les opérations commerciales y relatives. En nous fondant sur notre expérience, nous pensons donc qu'il y aura beaucoup de possibilités. Plus tard, nous pourrons peut-être vous dire plus en détail comment nous avons amélioré l'efficacité et la transparence de nos opérations en garantissant la sécurité des données et l'authentification des traces. Et ceci est favorable pour les échanges mondiaux de produits alimentaires. Merci. Merci beaucoup, James, pour ce survol. Avant de passer à l'intervenant suivant, parce que je vois qu'il y a une foule de questions posées, je voudrais vous poser une question. Étant donné que vous avez des interactions avec beaucoup d'acteurs tout au long de la chaîne dans le monde, comment arrivez-vous à convaincre vos partenaires de la chaîne de valeur dans les milieux commerciaux à s'enregistrer, à participer? Et comment pouvez-vous être sûr qu'ils utilisent les mêmes définitions de données, que les données sont vraiment comparables? Est-ce que vous avez une expérience là-dessus, une expérience de la collaboration entre beaucoup de parties différentes? C'est une question posée par Virginia, que nous remercions. Take that question if you want. So, this is actually the most challenging aspect of. C'est l'aspect le plus difficile au niveau de la blockchain, même si ça permet à plusieurs parties qui ne se font pas forcément confiance de travailler ensemble. Le fait de les ramener pour surmonter les obstacles politiques est probablement la raison pour laquelle on ne voit pas les sortes de nombreux systèmes blockchain. Ce que j'ai dit dans ma présentation, c'est que notamment la chaîne d'approvisionnement du vaccin du Covid vous offre cette incitation mondiale pour coopérer. Et ça pourrait être la réponse
permettant à pousser les personnes à lancer un système ensemble. Parce que sans ce type d'incitation, pour garantir la sécurité des populations dans leur pays, alors l'obstacle politique reste presque insurmontable. Et ça, c'est la grande question que nous nous posons dans l'industrie. Tout à fait. Donc, je voulais savoir quelles étaient vos réflexions par rapport à la protection des données également, qui nous ramène à ce que vous avez commencé à dire. Comment veiller à ce qu'il y ait suffisamment de protection des données en place? Qu'en pensez-vous? Il y a déjà beaucoup de cryptage dans la blockchain. Ce qui est intéressant, la manière dont les plateformes sont construites, c'est que c'est mis en place pour ce que les personnes peuvent voir, c'est-à-dire que les fournisseurs pourront voir un niveau d'information différent de celui des régulateurs, c'est-à-dire toutes les informations ne sont pas transparentes pour tous. Et ça offre une certaine sécurité pour les participants. Merci. Lorsque l'on regarde les aspects de protection des données, un des domaines qui saute à l'esprit, c'est notamment la question des régulations autour des données. Et les pays commencent à beaucoup penser à cet agenda de numérisation. Et quelles sont les règles en matière de données pour les protéger? C'est autant d'éléments importants qui ont un impact sur la manière dont nous partageons les données. De nombreuses questions. Maintenant, je vais me tourner vers Abba, qui a beaucoup parlé des données. Et comment faire face à ce défi de l'interopérabilité afin de pouvoir tirer profit de l'utilisation de la technologie blockchain? Quelle est votre expérience? Thank you, Emmanuel and the WTO team for including me and Dore. It's great to be a part of this conversation. Merci de me poser la question. Je suis ravi de faire partie de la conversation. Ce sont des questions très pertinentes. And Michelle, you hit the nail on the head. Interoperability is a huge factor. And I think l'interopérabilité est un facteur essentiel. Et pour comprendre l'interopérabilité, il faut regarder le contexte également. Le contexte qui fait une différence. Vous savez, un sourire, ça peut être amical ou il constitue une menace en fonction de la situation. Donc le contexte de l'adoption de la blockchain dans le commerce mondial est très large. Il y a déjà des multinationales sophistiquées avec une vision à long terme et le porte-monnaie pour investir dans l'avenir, comme le disait James. Nous avons également des entreprises à plus petite échelle, vous l'avez mentionné Michel, et qui parfois ne sont même pas numériques. Il y a de nombreuses entreprises qui souhaitent utiliser la blockchain. Et la blockchain existe dans ce contexte plus large de numérisation et adoption de la technologie pour le commerce. Donc il faut tout d'abord réfléchir à ce contexte. Il faut tout d'abord écouter les clients, entendre leurs besoins. Donc notre approche par rapport à la DLT doit tourner autour de ces aspects pratiques qui permettent de répondre aux besoins des clients. Il faut voir quelles sont les applications concrètes en matière, par exemple, de provenance pour lutter contre la fraude. Une fois que nous construisons un système qui peut prendre en compte toutes ces informations, alors on se rend compte qu'il y a de nombreux autres outils que nous pouvons fournir. En s'intéressant au contexte, par exemple, en parlant avec les consommateurs qui utilisent la technologie. Il faut
faut voir également, comme on l'entend de la bouche des intervenants, ce que la numérisation peut faire au sens large. Et au niveau de Doré, nous avons un client qui a commencé à utiliser ce système parce qu'il souhaitait suivre les inventaires, parce qu'il y avait des pertes de marchandises. Comme on dit, parfois il y a des marchandises qui tombaient du camion. Mais au final, ils ont utilisé Doré pour gérer leur calendrier de chargement, de livraison, et pour changer parfois leur processus de production, car ils pouvaient avoir accès à une visualisation des données qui leur a permis de voir les choses différemment. Qui leur a permis de revoir leur management. Donc, c'est une adoption de la technologie à différents niveaux qui a été catalysée par la DLT. Une fois que vous avez des données bien structurées, il est possible d'en tirer de nombreuses applications. Et pour revenir à la DLT, ça a son propre contexte. Il y a des fonctionnalités pour aujourd'hui et pour le futur. J'ai parlé de certaines des fonctionnalités pour le temps présent, la stabilité notamment, au niveau de la structure des données également, et les fonctions pour le futur tournera autour de l'interopérabilité des différents systèmes DLT, parce que sans cela, il sera difficile de connaître une croissance au-delà d'un certain stade. Donc, interopérabilité signifie comment faire en sorte que les blockchains communiquent, comment faire passer des données d'une à l'autre. Et donc, il faut travailler sur le protocole, la structure des données, c'est en cours. Il faut une langue commune également. Il faut un accord pour savoir qui est qui, c'est-à-dire l'identité numérique. Et je crois qu'on en parlera un peu plus par la suite aujourd'hui. Le contexte nous permet de comprendre où nous sommes, et l'interopérabilité nous amènera vers l'avenir, un futur où tout sera plus automatisé, résilient, etc. Mais pour ce faire, il ne faut pas uniquement de l'interopérabilité technologique, il faut des interopérabilité au niveau des politiques également. Parce que la machine peut être mieux que les paramètres que nous lui attribuons. Et c'est pourquoi nous devons travailler sur les aspects commerciaux également. Parce que nous connaissons une époque difficile et nous voyons des chaînes d'approvisionnement très robustes qui sont devenues très fragiles dans le contexte de la pandémie. Donc, les exigences en matière d'harmonisation transfrontière permettent d'augmenter la résilience des agents commerciaux. Et ça doit se faire par la DLT au-delà. Et c'est cette question que vous avez mentionnée, Michel de Virginia. C'est exactement cette question. Qui s'en chargera? Ça fonctionne, on peut s'appuyer sur un API, importer des données, transmettre les données, mais il faut une incitation pour avancer encore dans l'adoption de la technologie. Donc on voit un besoin d'interopérabilité entre les décideurs politiques et le secteur de la technologie. On a tous besoin de travailler ensemble pour construire ce futur. Je pourrais continuer, mais je crois que vous avez compris mon message. Merci, on sait qu'avec l'interopérabilité, il y a de nombreux défis également. On ne parle pas uniquement de l'interopérabilité technique entre les systèmes. Mais quand on parle de la blockchain, on parle des interopérabilités autour des contrats intelligents, par exemple. Ça peut apporter une valeur ajoutée. Il y a de nombreux développeurs, des personnes qui s'intéressent à ces aspects, par exemple l'intégration de l'API. Et il faut surtout se pencher sur cette clarté réglementaire, faire en sorte que les décideurs politiques se saisissent de la question et travaillent ensemble. On parle des régulateurs, des gouvernements, des banques centrales, pour avoir cette discussion, pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'interopérabilité. Et lorsqu'il s'agit du commerce international, il s'agit également de savoir comment nous pouvons faire en sorte que d'un pays à l'autre, nous puissions se pencher sur l'ensemble des questions.
Avant de donner la parole au prochain intervenant, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir, mais n'hésitez pas à vous connecter également pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à apporter des éléments de réponse aux questions qui sont posées. Mais je voulais revenir sur une question. Pourquoi la blockchain? On parle de cryptage, mais pourquoi la blockchain? Est-ce que ça ne peut pas être fait en utilisant des systèmes traditionnels, des systèmes de base de données traditionnels? Pourquoi est-ce que la DLT est si importante, notamment dans le contexte des données? Vous savez, l'or et le diamant ne sont plus aussi importants que les données. Donc, comment faire en sorte de protéger les données? Si vous savez la nature de la structure des données au niveau du hashing et du niveau de cryptage, c'est quelque chose qu'on peut calibrer lorsque l'on définit ces systèmes, est différent d'une base de données traditionnelle. Bien sûr, c'est un type de base de données, et dans une base de données traditionnelle, il faut une administration centrale pour gérer cela. Donc, s'il y a la confiance dans une branche de l'OMC qui s'occupe des données, où toutes les institutions multilatérales peuvent se tourner avec confiance vers cette organisation et offrir des services, alors ça pourrait fonctionner également. Donc le risque est centralisé. Pour ce faire, il faut avoir une confiance et il faut qu'il y ait des ressources pour la gestion de cet outil. Ce que nous savons lorsque nous regardons l'histoire de l'innovation, c'est que lorsqu'il y a des acteurs, de grands acteurs centralisés qui servent comme administrateurs de technologies clés, il y a un risque de prise de retard en matière d'innovation. Regardez les gouvernements du monde. Il y a des gouvernements qui sont très sophistiqués au niveau des systèmes de guichets électroniques, par exemple. Ils y dévouent beaucoup de ressources. Et donc, il y a des dilemmes de coopération entre savoir qui peut être cette autorité centrale neutre dont on peut dire qu'on a confiance. Et cette autorité doit avoir les ressources nécessaires. Et c'est beaucoup plus facile de voir l'incitation de ces petits acteurs pour créer l'infrastructure permettant de les connecter. Merci pour cette réponse. Je prends en compte les contraintes de temps. Je sais que nous avons de nombreuses questions. Atou, vous avez fait un grand travail en matière de numérisation des chaînes d'approvisionnement. Pourriez-vous nous donner des exemples de votre travail? Et d'abord, félicitations, notamment parce que vous avez pu lever des capitaux. Donc, comment dupliquer à plus grande échelle votre activité? Je crois qu'il y a quelques semaines, on était en Afrique du Sud à une conférence également, et j'ai beaucoup entendu parler de votre travail auprès des banques pour faciliter leur transition. Merci de partager avec nous vos idées. Merci Michel, merci Emmanuel de m'avoir invité. Je suis à Singapour où il fait beau. Et j'étais attentif à ce qui a été dit par les précédents éminents intervenants. John Denton qui a parlé notamment de la normalisation. Donc je suis au bon endroit, dans le bon forum, depuis la bonne ville, parce que c'est également à Singapour que les choses se passent. Donc, alors, je vais parler un peu de l'historique de la DLT. C'est une plateforme blockchain où nous avons pris en compte différentes approches. L'idée, c'était de voir les choses à travers le prisme de la réduction des retards et de la latence dans les transactions sur la chaîne d'approvisionnement. Et nous avons identifié notamment
tous les types de technologies qui pouvaient fonctionner, de commerce. Malheureusement, il y a des problèmes de son qui empêchent aux interprètes de poursuivre momentanément. You've gone a bit faint, Atou. I don't know if it's just from my side. Ah, tout. Donc, la présidente précise que vous avez des problèmes de son. Vous pouvez poursuivre. Donc, je parlais d'améliorer l'efficacité en réduisant le coût du financement pour l'acheteur, le vendeur. Il faut optimiser les flux pour tous les partenaires, pour les entreprises. Right? So what we are doing here in Singapore, right, Electronic Transaction Act is a great starting point. Donc, on voit sur la transaction électronique à Singapour, c'était un bon point de départ, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça fait partie des très rares pays qui vont dans cette direction. That you could really put through to the customer, to the corporate, so that you could see the benefit of digitization. Et donc, il faut faire en sorte que les différents acteurs, les entreprises, notamment la population, puissent voir concrètement les bénéfices de cette technologie. Car merci de votre soutien avec vos différents commentaires. Merci de nous avoir félicités pour la levée de capital. Nous avons augmenté nos capacités en matière de plateforme, en matière de ressources humaines également. An SAP system and I have DLT ledgers, and that takes care of everything that I need to do for my cross-border trade execution. So that's kind of the space that we are in, and that kind of On va pouvoir the utiliser donc ces technologies DLT, notamment pour les transactions transfrontières. Et vous aviez parlé des paramètres qui permettraient de faire en sorte que les choses fonctionnent pour le mieux. C'est-à-dire qu'il s'agit d'ajouter à ces paramètres des contrats intelligents qui seraient offerts aux consommateurs pour qu'ils puissent les configurer. Et ensuite, il faut offrir aux banques, aux institutions financières, une plateforme pour authentifier les documents qu'ils reçoivent des importateurs, exportateurs et digitaliser l'interaction. Et pas uniquement pour la vérification des documents, mais pour l'ensemble de l'interaction, ça pourrait être numérisé pour faire gagner du temps. Donc, rassembler ces acteurs sous forme de collaboration, ramener des tiers pour améliorer à chaque fois l'efficacité de la technologie. D'abord, on voit ici, il faut voir les choses comme une plateforme de collaboration. On remplace les emails, on remplace WhatsApp, on remplace les appels téléphoniques. C'est vraiment les domaines sur lesquels nous travaillons parce qu'il y a des inefficacités lorsque les entreprises communiquent entre elles. Et on ne sait pas toujours à qui on va s'adresser parce qu'un jour ce sera un partenaire et un autre jour vous parlerez à votre partenaire PME. Et comment mettre en place une véritable plateforme de collaboration. Et ce n'est pas uniquement la question de la DLT. Il s'agit d'une combinaison de l'apprentissage machine, intelligence artificielle, toutes les infrastructures disponibles de manière simple à utiliser. On peut utiliser par exemple sur un téléphone portable. Les commentaires qui parlaient du fait qu'il y a une très petite partie du monde qui est numérisée aujourd'hui. Et c'est un véritable défi. Donc, ce n'est pas tant la question des technologies que de faire en sorte qu'il soit plus facile pour une personne d'utiliser un téléphone portable pour mener à bien une action ou une tâche qu'il ne peut pas réaliser aujourd'hui. C'est ici qu'il faut une collaboration.
Et ça ne se limite pas à la blockchain ou la DLT. Ensuite, ici, nous voyons les domaines pour lesquels où nous sentons qu'il est nécessaire de travailler de concert. Quels sont les cas concrets pour lesquels nous travaillons? Tout d'abord, on parle de l'authenticité des documents, le certificat d'origine, garantie, tout type de document que vous pouvez envoyer dans le cadre d'une certification. Et il faut le suivi et la provenance. Ensuite, on s'intéresse à l'efficacité, réduction des coûts. Toute solution numérique doit vous permettre d'économiser, d'améliorer votre efficacité. Et pour finir, nous sommes dans un monde où il y a plus de 90% des PME en Asie, par exemple, qui n'ont pas véritablement accès au financement. Donc, nous travaillons étroitement avec l'ICC. Nous travaillons avec IMDA que les PME, notamment de Singapour, aient accès à ces alternatives qui ne sont pas proposées par les banques. Aujourd'hui, Singapour devient une capitale pour le financement alternatif. Et donc, comment permettre aux PME d'avoir accès à ce nouveau financement? Donc, on va s'intéresser aux cas d'utilisation concrets et aux passerelles que l'on peut construire avec les clients. Donc, il y a différents types de commerce, destination. Il y a différents niveaux d'authenticité également. Donc, tout n'est pas fait le jour 1. Il y a les questions d'interopérabilité dont on a parlé également, mais il s'agit d'avoir une adoption. Pourquoi il faut pousser les consommateurs vers une adoption? Ensuite, il faut suivre la provenance dans les domaines où on peut apporter une valeur, où une personne est capable de payer pour une certaine provenance. Donc, il doit y avoir un sens d'un point de vue économique également, comme on l'a vu pour certains cas. Ensuite, il faut pouvoir automatiser certains systèmes. Par exemple, parfois on se pose des questions, on n'a pas de réponse automatique. Ensuite, le suivi du financement de la chaîne d'approvisionnement, c'est un thème de plus en plus important. Comment faire en sorte de savoir avec quel partenaire il faut travailler en matière de financement de la chaîne d'approvisionnement. Et ensuite, il s'agit de permettre aux entreprises de construire leur propre réseau, mais ces réseaux doivent en retour se connecter à d'autres réseaux. Ceci permet d'avoir une plus grande adoption et parvenir à une interconnexion de réseau. Absolutely, absolutely. Atal, thank you so much. I mean, you've covered quite a lot there. Merci beaucoup pour cette présentation. Il s'agit donc d'adoption, de construire la confiance. Il s'agit du commerce numérique dont vous avez parlé. Mais il s'agit également des PME. La plupart du temps, on parle de ce que peut faire la blockchain d'une manière générale. Mais ce n'est pas uniquement la blockchain d'une manière isolée, c'est un ensemble d'éléments de technologie qui permettent d'ajouter de la valeur et faire en sorte que cette valeur soit utilisée par les PME. Donc, je sais qu'il y a des contraintes de temps, mais je vais essayer de résumer. On parle souvent de la manière dont les banques ne sont pas enclines à soutenir les PME. Mais pourquoi ne pas innover afin de pouvoir les aider à le faire? Bien sûr, il faut s'intéresser à la législation, les exigences en capitaux pour les banques, etc.
Mais à mesure que nous avançons, il est important de voir que les entreprises ne sont plus comme elles l'étaient avant. Et donc, il faut être suffisamment courageux pour s'engager dans une transition, pour faire les choses différemment. Donc, je laisse ces pistes de réflexion au public. Il faut aller au-delà des moyens traditionnels si nous voulons donc engager cette transition du numérique. Pour penser différemment, quelles sont les opportunités que nous pouvons trouver en matière de financement, notamment le financement décentralisé, les devises numériques dont les personnes ne souhaitent pas parler parfois. Donc, toutes ces conversations qui doivent avoir lieu pour voir quelles sont les alternatives. Faut-il réglementer ces alternatives pour qu'elles puissent être adaptées à la tâche, pour que ça puisse bénéficier aux PME? En Asie, en Afrique, il y a près de 60, 70, 80% des entreprises qui sont des PME. Donc, il faut s'intéresser aux PME. Et je vais me tourner vers le dernier intervenant, notamment Dipesh, qui a beaucoup travaillé en la matière et qui a permis de sensibiliser par rapport à certains défis qui existent au niveau commercial, mais des opportunités au niveau du financement du commerce. C'est un thème récurrent. Il y a de nouvelles manières innovantes de financer. Donc, y a-t-il, Dipesh, une opportunité pour nous de commencer à mieux étudier la situation pour voir quelles sont ces autres options de financement? Comment numériser mais innover également pour mieux répondre au marché, pour mieux reconstruire, garantir une meilleure reprise et s'engager dans une transition qui permettrait de prendre en compte les PME. Dipesh, merci d'intervenir pour partager vos pistes de réflexion. Thank you very much, Michelle. Thanks for your kind introduction. Merci, Michel, pour ces mots de présentation. Global Policy House advocating the use of blockchain and DLT in trade. Merci, j'entends tout ce qui a été dit précédemment par rapport à la DLT, la blockchain. Et c'est un fantastique travail qui est réalisé par tous les acteurs qui sont intervenus, notamment pour instaurer la confiance dans les chaînes d'approvisionnement, pour garantir l'inclusion, la transparence. Abba qui a parlé de l'importance de travailler davantage avec les données une fois que les systèmes étaient en place pour réduire la latence, les retards, notamment dans le financement des MPME. Et pour revenir à votre question, où est l'innovation? Eh bien, a-t-elle lieu? Eh bien, oui, elle a lieu. Et le monde est bien différent aujourd'hui qu'il ne l'était à la fin des années 90 où nous avions publié le premier tableau périodique de la DLT. Et bien différent de 2019, pardon, même s'il y a eu la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé un peu la donne. Donc, je voulais prendre un peu de recul pour voir quel a été le chemin parcouru, notamment dans le rôle de la blockchain et DLT dans le commerce au cours des 10 dernières années. Ça s'appuie sur la publication dont a parlé Emmanuel Gann, lancée en novembre, donc blockchain DLT dans le commerce, quelle est la situation? Et comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous voyons une progression, nous pouvons quantifier cette progression. Nous avons publié un rapport actualisé sur le paysage autour de l'utilisation de la DLT dans le commerce international. Je suis ici pour vous donner un aperçu général sur les principales conclusions. Et donc, je vais vous présenter ces différents éléments aujourd'hui. L'OMC, d'un côté, a mené une étude pour voir la place de la DLT notamment et l'impact de la COVID-19 sur la DLT dans le commerce. Et nous voyons ici sur cette diapositive, sur ce diagramme à droite, nous pouvons voir qu'il y a
à la réponse à la question comment est-ce que la pandémie a impacté leur plan d'activité par rapport à DLT, ils disent tous qu'il y a eu un impact positif en grande majorité. Et ça s'aligne également sur les autres études qui ont été réalisées. Donc une majorité ont estimé qu'il y avait un impact positif sur leurs activités grâce à la pandémie. Nous l'avons vu dans de nombreux pays du monde. Les entreprises et les banques ont dû proposer des solutions de numérisation rapide pour rester fonctionnelles. L'enquête TFG de l'OMC sur l'impact de la COVID-19 sur le commerce DLT a fait ressortir également les difficultés qu'affrontent les entreprises qui essayent de développer et d'amplifier leurs solutions, ce qui illustre le graphique à gauche. Il est intéressant de voir que les problèmes juridiques ont été considérés comme les plus pressants, beaucoup plus que les autres problèmes, ce qui décrit bien le principal obstacle qui entrave l'introduction de solutions DLT, donc l'absence de cadre législatif adapté. L'ICC a noté que dans la lutte pour surmonter les effets de la COVID, la plupart des banques n'avaient pas eu de soutien de la part des autorités sur le plan numérique. Et pour que l'industrie passe à un modèle plus numérique fondé sur le DLT, l'évolution réglementaire doit évoluer au même rythme que le progrès technologique. Voici notre tableau périodique. C'est notre tableau périodique de projet DLT sur le commerce et le financement du commerce, le tableau le plus récent. Et pour ceux d'entre vous qui étiez là en novembre 2019, à ce même forum à Genève, beaucoup de choses ont changé depuis. Et certains des projets qui figuraient dans la version initiale ont été abandonnés et ont été remplacés par d'autres. Et les projets se sont beaucoup développés. On est passé d'un consortium à une société dûment constituée. Donc, la plupart des acteurs ont avancé vers leur objectif de créer une industrie. Cette version actualisée se concentre encore une fois sur l'utilisation de la DTL dans le commerce et le financement. Nous avons créé plusieurs catégories. Numérisation de documents commerciaux, logistique, autres initiatives, assurance, services à la clientèle, financement et financement du commerce. Et comme pour l'édition précédente, chaque projet est présenté avec la technologie qui le sous-tend ainsi qu'une évaluation de son stade de maturité actuel. L'aspect le plus important, c'est qu'au moment de la publication initiale, c'est-à-dire en novembre, le niveau de maturité moyen pour tous les projets était d'environ 2,3 sur 5 en 2019 et 1 représentant les preuves de concept et 5 représentant un projet déjà déployé et bien établi. Et en 2020, c'est-à-dire 1 an plus tard, le taux de maturité était passé à 3,3 sur 5, ce qui veut dire que le projet moyen est quelque part entre les premiers stades de production et le fonctionnement opérationnel. Et cela illustre bien les problèmes rencontrés par différentes initiatives, mais on voit que l'industrie dans son ensemble a bien évolué et est allée de l'avant. Selon nos enquêtes, l'absence de normes est considérée comme un des principaux problèmes entravant le développement de la DLT, donc la technologie de registre distribué. Et pour remédier à ce problème, il est indispensable d'élaborer au niveau international des normes numériques acceptées pour le commerce. C'est indispensable et nous avons identifié les principales initiatives en matière de normalisation de cet espace. Certains projets de normalisation portent sur certains secteurs, alors que d'autres sont plus généraux. Et certains
sont dirigés par de grandes organisations internationales, d'autres par des entreprises privées. Toute discussion sur la normalisation d'un monde commercial numérisé serait incomplète sans parler de l'importance du cadre réglementaire. Il est essentiel de mettre en place un cadre réglementaire harmonisé. Et un acteur essentiel à cet égard, c'est la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, la CNUTSI. Ce n'est pas un organe de normalisation, mais elle joue un rôle essentiel pour harmoniser le cadre de droit commercial international. Pour conclure, nous voyons que l'idée du commerce et de la DLT commence à prospérer. C'était le cas l'année dernière, cette année encore plus, et avec le travail très dévoué accompli par l'ensemble de l'industrie qui s'occupe beaucoup de numérisation du commerce, des progrès vont certainement être faits. Merci. Merci. Beaucoup de questions ont été posées dans le chat. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais les intervenants qui vont rester avec nous pourront peut-être y répondre plus tard. D'autre part, je veux dire qu'il y aura plusieurs autres sessions après la nôtre où certaines de ces questions pourront recevoir une réponse. Il y a tous les changements concernant les connaissements, différents autres documents. Nous avons une session qui va porter plus précisément sur ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous que innover sur les documents, la documentation, ce serait essentiel. Mais on ne doit pas se braquer sur les documents. Il faut savoir comment innover sur les petits contrats, par exemple, pour numériser d'autres éléments également. On en reparlera. Mais il y a une question qui me paraît particulièrement intéressante. Quelqu'un a demandé où en est le parcours de différents pays en matière de numérisation, notamment les progrès réalisés sur les guichets uniques. Est-ce que les gouvernements à travers le monde sont assez ouverts à l'idée de la blockchain et de la numérisation? Et est-ce que la blockchain donne vraiment les résultats escomptés? Quand moi, je suis arrivée dans ce secteur, beaucoup de gens me regardaient comme si j'étais folle de parler de blockchain. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que la blockchain donne vraiment ses résultats? Ou est-ce que nous sommes encore un petit peu entravés? Michel, si vous me permettez, je voudrais essayer de répondre. Je suis sûre que nous avons beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais pour moi, ça revient à l'idée de dire qu'il y a la blockchain pour maintenant et la blockchain pour l'avenir. C'est comme si on disait, alors certains diront que la blockchain ne donne pas assez de résultats, mais moi je dirais que oui, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur la structure inviolable et ce que nous pouvons faire, même si nous n'avons pas toujours toutes les connexions nécessaires, nous pouvons exploiter le potentiel de contrats intelligents et cela demande une évolution importante dans beaucoup de pays pour que ce genre de contrats devienne contraignant sur le plan juridique. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter pour l'avenir. C'est comme si on disait que l'Internet n'est pas bien parce que 50% de la population mondiale n'y a pas accès, mais il faut bien dire que c'est tout de même un outil extraordinaire. Et c'est la même chose pour la blockchain. Netta, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Eh bien, je suis un petit peu moins optimiste en ce moment. Il faut travailler avec des gouvernements pour leur faire comprendre la valeur ajoutée qu'apporte la technologie de blockchain. Et je constate qu'il y a un grand enthousiasme, que les gens ont envie d'apprendre, qu'il y a des projets pilotes, notamment au sein d'une des plus importantes banques de développement. Mais lorsqu'on dépasse le stade du projet pilote, il semble que ce soit un pas trop important pour les gouvernements et les institutions publiques. Et cela rejoint ce dont nous avons déjà parlé
à savoir les obstacles politiques qu'il faut surmonter pour que tout le monde décide de collaborer pour gérer une plateforme ou même pour amener toutes les parties à accepter de coopérer. Je pense en revanche que dans 10 ans, même dans 5 ans, la technologie sera beaucoup plus répandue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et peut-être qu'une crise telle que celle que traverse le monde depuis un certain temps va nous y pousser dans cette direction. Mais je ne pense pas que les gouvernements soient prêts à adhérer à 100% pour le moment. Si vous me permettez de répondre, Singapour, on a parlé de partenariat d'économie numérique. Il y a des gouvernements qui sont sur la même ligne et qui sont tout à fait ouverts à la numérisation. Singapour a d'ailleurs déjà signé des accords à cet effet avec d'autres pays. Ça peut être beaucoup plus facile dans certaines régions du monde et on pourra alors voir se créer des guichets uniques au niveau de l'ANAS, par exemple. Si les pays de la région travaillent ensemble en vue de conclure un accord de partenariat économique numérique. Donc, moi, je suis un petit peu plus optimiste que Netta. Je pense qu'il y a certains groupes de pays qui vont se former et qui vont porter cette numérisation. Et je ne pense pas que ce soit nécessairement rattaché à la blockchain. Il s'agit de mettre en place des processus dans ces pays pour favoriser l'adoption. Je pense que la technologie existe déjà. Ce sont les combinaisons de technologies qui permettent de faire fonctionner des solutions. C'est mon sentiment, en tout cas. Si on a ce genre d'accord entre deux pays, c'est tout à fait possible, indépendamment de la blockchain. Merci. Merci, nous pourrions en parler indéfiniment de ce sujet. J'adore ce débat. Oui, James, avant de vous écouter, parce que nous allons manquer de temps, je vous donnerai la parole pour votre dernière intervention. Et s'il y a un mot que vous pourrez utiliser pour décrire ce à quoi pourrait ressembler l'avenir, n'hésitez pas. C'est ce que je vous demanderai à tous de faire dans vos dernières interventions. Je crois que les gouvernements, effectivement, doivent vraiment s'adapter à un monde décentralisé. Dans un monde décentralisé, on a toutes sortes de technologies différentes. Si la COVID a montré quelque chose, c'est bien que l'économie numérique a beaucoup à offrir, mais que l'économie numérique ne peut pas fonctionner dans le vide. On a besoin d'une clarté réglementaire. Il faut que les régulateurs, les gouvernements s'associent à cet effet. Et je pense que ces deux mondes, l'économie numérique et l'économie traditionnelle, peuvent très bien coexister. Et c'est donc très important que les gouvernements lancent une interaction. Et voyons qu'en Afrique, par exemple, il y a du nouveau. Et il y a beaucoup de conversations sur la meilleure façon d'utiliser les différentes combinaisons de technologies, comme le disait Atou. Donc, je suis très optimiste, je l'ai toujours été sur la blockchain et l'économie numérique parce que je pense qu'il y a un grand avenir. Mais pour résumer, je voudrais vous remercier tous de vos questions. Je sais que le prochain panel va bientôt commencer, mais pour conclure, essayez de décrire en un seul mot la façon dont vous voyez l'avenir. James. Merci Michel. S'il y a un mot à retenir, c'est la collaboration. Nous sommes déjà engagés dans des projets de collaboration sur la blockchain. Pour la technologie, on a besoin de collaboration à travers le monde. Formidable. Merci James. Netta? Moi, je dirais transparence.
knowing what's going Nous en avons vraiment assez de ne pas savoir ce qui se passe dans différentes organisations de gouvernement, et la blockchain en tant que technologie nous donne justement la transparence, et c'est ce que nous aurons, je crois, à l'avenir. Merci. Dipesh, pour moi, c'est la nécessité. Le commerce numérique, ce n'est plus quelque chose qui serait bien, c'est quelque chose qui est essentiel et nécessaire. Atul, oui, comme James, je dirais collaboration, c'est l'essentiel. Et ah bah oui, je dirais que pour innover, on a besoin d'espace. Et la technologie a besoin d'investissement pour pouvoir se développer. Pour les investissements, on a besoin de stabilité. Alors, comment ménager l'espace nécessaire et l'investissement? Et c'est ce qu'apporte le dialogue politique. Merci. Bon, je pense que nous pourrions continuer indéfiniment. Nous allons devoir en rester là. C'était formidable. Merci à tous de votre participation. Je remercie surtout les intervenants du panel, de grands experts, et je vais maintenant clore cette session et rendre le micro à Emmanuel. Merci à tous les intervenants, merci à vous, Michel, merci à tous pour une discussion vraiment passionnante sur toutes ces différentes initiatives concernant le commerce numérisé, problèmes pour les entreprises, etc. Vous avez vraiment bien planté le décor pour le reste de la journée. Nous allons creuser tous ces sujets dans le cadre des sessions suivantes. Et maintenant, nous allons inviter les intervenants de la deuxième session à nous rejoindre. Elle portera sur l'accélération de la numérisation du commerce. Elle commencera à 11h55. Ne nous quittez surtout pas. Nous avons des experts éminents qui vont nous parler de projets absolument passionnants concernant l'accès au financement dans le contexte de la blockchain, notamment pour les MPME. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine session.